m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Quelle est la différence entre la passion et l'addiction ? Mon invité spécialiste des addictions dit souvent que c'est une question de souffrance. Eh bien, je ne suis pas sûre que les passions ne fassent pas souffrir. Alors certes, a priori, elles apportent bien des joies, mais elles peuvent nous entraîner à des frais particulièrement importants, jusqu'à nous mettre dans des difficultés financières. Elles peuvent détruire une belle histoire d'amour si le partenaire ou la partenaire n'adhère pas à notre passion. J'aurais tendance à dire qu'une passion, c'est un formidable élan de vie, mais quand elle devient trop envahissante, eh bien, ça s'apparente peut-être quand même à une addiction. Je pense notamment aux gens addicts à leur travail, à leur sport, à ces collectionneurs en tout genre qui vont perdre un temps fou et un argent fou pour avoir le dernier numéro de leur collection. Et puis, je pense aussi à tous ces passionnés de chiens, de chats ou autres animaux qui envahissent parfois un peu trop leur univers. Mais bon, tout de suite, Laurent Carilla va donner son avis éclairé. Mais je vous invite à venir nous parler peut-être de vos passions qui frôlent sans doute un peu l'addiction. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychiatre. Je rappelle que vous êtes peut-être le premier à avoir beaucoup évoqué l'addiction il y a déjà un certain nombre d'années. C'est vrai. Vous permettez aussi au grand public de mieux connaître l'addiction grâce à ce podcast Addiction. Et c'est la saison 3 que vous êtes en train de tourner là en ce moment. C'est ça, on est en train de tourner la saison 3. Les 2 saisons ont été formidables, surtout la saison 2. Il y a eu un vrai boom où les gens sont mis à écouter. Cette saison est produite, le podcast est produit par Stéphanie Guérin qui produit l'émission Ça commence aujourd'hui sur France Télévisions. Et à laquelle vous participez souvent d'ailleurs. Ouais, à laquelle je participe souvent. Et la saison 3, ça va être une spéciale femmes et addiction en fait. Parce que les femmes sont elles aussi de plus en plus addictes. J'avais envie d'avoir un podcast spécifique sur cette saison-là et la thématique féminine avec les addictions à la fois aux substances et aux comportements, ça me paraissait être un sujet important. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de femmes qui viennent consulter quand même. Oui. Est-ce que c'est les mêmes addictions, la même manière que les hommes ou quelles seraient les différences ? Non, c'est plus subtil chez la femme en fait. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... Elles s'en cachent plus aussi peut-être. Ouais, c'est ça, elles s'en cachent plus. Elles viennent consulter quand il y a vraiment des problèmes en fait. Et quand malheureusement pour certaines, quand il y a ces problèmes-là, ça peut être des problèmes assez sévères. Donc on le voit avec l'alcool notamment, où elles viennent consulter très tardivement, où elles ont des problèmes de foie, elles ont des problèmes de pancréas, et d'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus fragiles à l'alcool que les hommes. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à quantité égale, vous ne supportez pas le même impact que de l'alcool sur vous. Mais bon, après, les pathologies restent les mêmes. Mais encore une fois, après il y a des spécificités très féminines comme les cancers du sein, etc. Et alors, vous avez entendu mon introduction. Qu'est-ce que vous diriez justement des passions ? Moi, je suis passionné de métal, vous le savez. Je sais. Et donc, moi, je collectionne aussi, en fonction des groupes que j'aime, etc. Ou les vinyles, parce que maintenant mon nouveau délire, c'est d'avoir les vinyles d'un groupe, notamment Kiss, mais de tous les pays. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui vous prend donc ça me prend du temps. Beaucoup d'énergie. Ouais, mais ça me fait plaisir en même temps. Quand on a plus plaisir, quand on est dépassé par l'idée de je suis emprisonné par ça, là ça devient une passion pathologique. Oui, mais je suis d'accord, c'est votre définition, je la connais bien, vous venez souvent. Mais le problème, c'est que quand on est dans une passion, souvent on ne se rend pas compte qu'on est un peu prisonnier de sa passion. C'est justement ça, c'est qu'à un moment, parce que quand on est passionné, c'est l'entourage qui va dire des choses. L'entourage va dire « Oh, tu fais trop ça, ça te prend trop de temps, etc. etc. » Quand vous-même, vous vous dites à un moment, je suis emprisonné dans ce truc, j'arrive pas à m'en sortir, mais je dois le faire malgré tout. Et je sais que les conséquences que ça a, et je sais que j'ai des envies compulsives, etc., etc., etc. Là, on est dans un process addictif, en fait. Vous voyez, on n'est plus dans une addiction. Moi, j'appelle ça la passion. C'est un peu comme une addiction positive. C'est-à-dire que c'est un peu les signes de l'addiction, mais on se fait plaisir. C'est du gros plaisir. Quand vous êtes de l'autre côté, vous dites ça va pas du tout. Ou même souvent les gens se disent, une fois qu'ils arrêtent cette passion, ils se disent je me sens beaucoup mieux en fait. Et c'est là qu'on se dit la bascule est là.
D'accord. Mais quand on est dedans, quels seraient les indices qui permettent de se dire bon, d'accord, c'est une passion, ça ne me fait pas de mal sur le plan de la santé, mais quand même, j'y perds de la liberté, j'y perds. C'est se dire ça justement. C'est je perds beaucoup de temps à assouvir cette passion. C'est Oui, mais comme c'est très agréable, on s'en rend pas compte qu'on perd du temps puisque c'est du temps agréable. Oui, mais c'est souvent l'entourage qui va le dire. C'est souvent les proches qui vont dire. C'est souvent les connexions. C'est souvent, par exemple. Vous savez très bien qu'on n'écoute pas nos proches. On n'écoute pas non, tout à fait, on n'écoute pas nos proches, mais à un moment on peut se dire ah ouais, c'est vrai, elle a peut-être raison, ou bien il y a des grosses embrouilles de couple par exemple à cause de cette passion, et ça peut se dire ouais, bon, je vais un peu lever le pied, et quand on va lever le pied, on va se sentir attends, je me sens pas très bien en fait, je me sens pas très bien, et ça c'est des indices, ça c'est des marqueurs. D'accord. Donc le mieux, c'est de demander à ceux qui nous écoutent, qui ont une passion, qui leur prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de nous appeler, et puis on verra. Il faut vivre sa passion, attention, moi je trouve ça énorme. Vraiment, pour moi, c'est important de vivre ses passions, parce que les passions, ça anime en fait. On n'est pas dans un train-train. C'est important la passion, je trouve. Moi, je pense qu'on peut pas vivre sans passion. Ouais, mais il y en a qui vivent sans passion. Oui, et souvent, c'est des gens qui sont très déprimés en plus. Oui, donc il vaut mieux être passionné que déprimé. On est bien d'accord. Mais quand même, attention, parce qu'une passion, ça peut nous faire passer à côté de pas mal de choses aussi. Bon, maintenant, on peut évidemment aussi évoquer les addictions, parce que là, les addictions, il y a souvent des problèmes de santé. C'est vrai qu'une addiction, la drogue, l'alcool... ou les comportements, le sexe, le sport, tous ces comportements de notre vie quotidienne, ça peut... Chez des gens vulnérables, ils peuvent devenir addicts. Oui, c'est ça. L'addiction, c'est comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de la souffrance en fait. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus les produits ou les comportements pour se faire plaisir, on utilise les comportements ou les produits pour essayer de se sentir un petit peu mieux, et on n'y arrive jamais. Et il y a des conséquences sur notre vie, en fait, physique, mentale et sociale. Et on n'oublie pas la nourriture, qui est aujourd'hui... il semblerait qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent addicts de la nourriture. Il faut dire que, encore une fois, tous les produits fabriqués sont faits pour qu'on soit addict, avec trop de sel, trop de... de base, le sucre est très addictif, donc le sel est aussi addictif. Ouais. Donc tout ça peut, en effet, provoquer ensuite des problèmes de santé. Tout à fait. On va peut-être aussi aborder les nouvelles addictions, les addictions notamment à notre téléphone, n'est-ce pas, aux nouvelles technologies. Ouais. Parce que là, c'est quoi ? Ça réduit le temps de sommeil, ça réduit... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous à peu près tous des smartphones, quoi. Donc ces écrans, il y a le mien là qui est à côté de moi, c'est mon doudou, quoi. Mais... après, il y a ce smartphone, mais il y a en fait tout ce qu'il y a derrière le smartphone. En fait, on est addict à ce qu'il y a derrière. Il y a les réseaux sociaux, les emails, je sais pas, ça peut être les jeux d'argent, les activités sportives, le sexe, etc. Donc ça, c'est une espèce de matrice intermédiaire comme un doudou, et qui fait que on est rythmé par ça. Ceux qui sont séparés de leur smartphone, à un moment, ils se disent comment je vais faire ? C'est de la nomophobie, vous voyez, c'est oh là là, j'ai plus mon téléphone, comment je vais faire ? Comment je peux vivre sans ? Vous cachez le téléphone de quelqu'un qui est chez vous, vous pouvez être sûr que vous avez une crise d'angoisse. C'est une nomophobie. Et c'est pas une blague à faire. C'est une nomophobie, c'est de la nomophobie. Vous êtes d'accord, c'est pas une blague à faire, parce que si vous voulez vous fâcher avec la personne, vous êtes sûr d'y arriver. Voilà, donc on peut évidemment évoquer tout ça. En tout cas, quelle que soit votre addiction ou votre passion, ou si c'est votre partenaire, parce que là aussi c'est toujours compliqué de faire prendre conscience à son partenaire, donc Laurent Carilla pourra vous donner quelques conseils. Vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant, et c'est avec Charles justement que nous allons commencer cette émission. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Laurent Carilla, psychiatre et également auteur de ce livre « On n'a qu'une vie, conseils pour souffler, déculpabiliser et reprendre du plaisir » aux éditions Fayard. C'est sorti en poche, ne vous en privez pas, c'est un excellent ouvrage. Merci Brigitte. Et c'est Charles qui commence avec nous. Bonjour Charles. Brigitte et bonjour Laurent. Bonjour Charles. Donc vous avez l'impression d'être peut-être un peu accro aux écrans ? Eh bien, en fait, oui. Si vous voulez, depuis que j'ai eu une rupture sentimentale, donc l'idée c'est, j'avais besoin de quelque chose, d'un refuge, de me raccrocher un peu aux branches, si je peux dire. Oui. Et effectivement, le smartphone, c'est le meilleur ami.
Il n'y a rien à faire. C'est lui qui vous raccroche aux réseaux sociaux, qui vous raccroche à tout ce que vous avez besoin et à l'excès, hein, puisque clairement, j'avais besoin de retrouver, on va dire, un repère. Oui, enfin, du lien, c'est ça, un repère du lien et du lien. C'est vraiment à me raccrocher à des personnes, à des gens avec qui on reprend contact, de qui on a pu s'éloigner. Moi, je suis de la génération qui a vu arriver un peu ces réseaux sociaux et qui aujourd'hui les voit se multiplier en fait. Et effectivement, on en devient facilement addict. Ouais. Et ça me fait rebondir sur autre chose parce que avant ma séparation, moi je suis très bricoleur et j'étais à fond dans mes travaux. Et là, je pense que c'est vraiment plus une addiction, c'est-à-dire que on en arrive à dépenser des sous et à faire parce qu'on a toujours besoin d'aller plus loin, toujours besoin des travaux faire mieux, pour votre maison. Pour la maison, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Et là, c'était vraiment quelque chose de presque maladif, j'ai envie de dire, puisque on y passe des heures jusqu'à minuit, 1h du matin, à presque pas dormir, à réfléchir à des plans, se lever en pleine nuit, à faire des dessins de plans, de schémas, de tout ce que vous voulez pour l'idée vous vient à 3h du matin, on se lève, on claque ça sur un bout de papier quelque part. Enfin, c'est vraiment et on en parle aux collègues, on essaie de trouver des solutions et ça devient obsessionnel vraiment quoi. Je crois que le terme, oui, c'est l'obsession. Pour finalement, Laurent Carilla se rapproche de l'addiction. Ça peut faire partie, mais en fait, l'utilisation du mot addiction, faut faire attention, faut être prudent, je le dis toujours, c'est quand on est dans l'addiction, on est dans la souffrance. Et on est dans la souffrance, on est comme dans une maladie, c'est-à-dire comme une hypertension artérielle, un diabète, une maladie chronique, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est envahi par des choses, c'est autre chose, ça. C'est plutôt, par exemple, l'exemple du travaux de bricolage, c'est plutôt de la charge mentale avec un caractère obsédant, un caractère obsessionnel des choses. Donc on n'est pas dans l'addiction au sens strict du terme. C'est vraiment l'addiction, c'est je perds contrôle, je suis compulsif, je fais ça tous les jours non-stop, il y a que ça qui m'anime et il y a plein de conséquences et je continue malgré tout. Parce qu'il faut pas utiliser le mot addict comme oui, je comprends. Je comprends bien, vous avez raison et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette émission qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire la différence entre ce qui est réellement une addiction et puis quand même souligner, parce que ça c'est très humain, on a du mal à rester sans rien faire et on a tendance, dès qu'on a des petites angoisses, etc., à se mettre des charges mentales. Et Charles, vous avez raison, quelque part, vous réalisez là maintenant, peut-être parce que vous êtes moins accro moins sous pression. Et moins sous pression pour votre maison, mais vous réalisez que finalement vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses à cause de ces travaux qui vous obsédaient. Mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait quand même 10 ans que je suis dedans, donc et c'est pas fini. Donc, de toute façon, c'est jamais fini. Mais vous avez acheté un château. Moi, vous êtes où, Charles? Parce qu'on aimerait bien voir ça. Dans les Landes. Vous pouvez venir, si vous voulez, je vous accueille volontiers. Ah, avec plaisir. Moi, je viendrai avec Brigitte. Une chouette région, oui. Oui. Non, mais vraiment. Parce que si on attend que vous ayez fini, Oui, nous, on veut voir la progression, donc on va venir une fois par an. Non mais volontiers. Mais je vous dis, c'est vraiment obsessionnel puisque clairement après on tombe dedans et on a du mal à décrocher. Et je suis effectivement, pour répondre à votre question, Brigitte, mais en fait on passe à côté de sa vie de famille presque puisque tout le monde a mangé. Ah ben on t'avait appelé, t'es pas venu, tant pis pour toi quoi. Donc on se retrouve l'assiette froide, le plat qui est là et puis oui, on est passé à côté des moments avec la famille, quoi. Donc, je pense que quelque part, on peut dire aussi. Alors qu'au départ, vous le faisiez pour votre famille. Mais oui, c'est ça, en fait. Et on se retrouve pris au piège de quelque chose. On se fait dépasser, hein, clairement. Oui. En tout cas, continuez à vous faire plaisir à construire, à faire vos travaux. Mais après, vous pouvez aussi réguler un peu l'activité de travaux. Après, si c'est trop difficile, vous faites un agenda de bord et vous mettez les temps que vous devez passer par jour à bosser sur votre projet. Hein. Mais après, oui, je pense qu'il faut vraiment établir un calendrier parce que, et je vous dis, on en arrive à en parler avec ses collègues de boulot, alors sans vouloir rentrer dans la caricature du dîner de con avec
avec Jacques Viré, vous voyez, où je me fais inviter le mercredi soir pour parler des dosages de laiton ou de, vous voyez, mais enfin on est presque Mais là. est-ce Quoi, que, des fois, oui, mais justement, est-ce que, et ça c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que vous vous rendez compte que vous en parlez sans même essayer de voir si ça les intéresse? Ouais, parce que si vous en parlez avec des gens qui bricolent aussi, bah, c'est un sujet de conversation commun et c'est très bien. Mais le problème, c'est que si vous en parlez à tout le monde, c'est sûr que vous devez. Il y en a au moins un tiers qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il nous barbe avec ces travaux, Charles? Mais c'est ça. Parce que vous voyez, c'est là où il faut apprendre à aussi être moduler. Réceptif aux autres. C'est ça, parce que clairement il y a des gens, j'ai dû les saouler. Et mais on le voit que rétrospectivement, je vais y arriver. Après, on en prend conscience qu'après, quand on a sorti la tête du guidon, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Oui, mais c'est pour ça justement que je voulais faire cette émission aujourd'hui, parce que je crois qu'on est plus nombreux. Moi-même, je suis... Vous êtes passionné. J'ai été très passionnée par les chevaux, j'en suis sortie et je me rends compte à quel point ça a été un petit peu chronophage, pour pas dire beaucoup. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de l'émission aujourd'hui. Donc Charles, je suis ravie de vous entendre parce que c'est en effet, c'est parfois un peu après coup et c'est dommage. Autant aider ceux qui nous écoutent et qui sont la tête dans le guidon, quoi. Ouais, exactement. Mais vivez vos passions quand même. Oui, bien sûr qu'il faut vivre ses passions. Et Charles, il a pas décidé de. Charles, n'arrêtez pas. Il va pas mettre une grenade dans sa maison pour ah bah non, et après tout le taf qu'il a fait quand même. Mais vous allez, vous continuez, mais vous avez pris conscience qu'il faut peut-être pas ne faire que ça et ne parler que de ça. C'est ça. Bon. Non, mais après, maintenant, j'en ai pris conscience. Des fois, il faut prendre une bonne gifle, une belle claque de forain. Vous voyez le truc, hein. C'est quoi? C'est une rupture qui vous a fait prendre conscience? Aussi, bah oui, ça y a échoué, hein, évidemment. Ouais. Ah, oui, et alors maintenant, les écrans, attention, ne tombez pas dans... Parce que c'est ça le problème aussi, quand on arrête quelque chose, il y a du temps libre et donc on a envie de le remplir autrement. Disons que les comportements quotidiens de vie font qu'on peut être accroché à ces comportements. Vous voyez, c'est-à-dire, le smartphone, c'est tellement facile. D'ailleurs, j'ai vu que même pendant l'émission, vous y touchez, Laurent Carilla. Parce que je reçois des messages de l'hôpital. Et donc, j'envoie des petits messages. Mais je vais arrêter, Brigitte. Non. Et on peut être constamment scotché à ça et c'est vrai qu'il y en a qui passent c'est très très chronophage. Je veux dire, les réseaux sociaux sont neuromarketés pour que ça soit chronophage, pour vous restiez beaucoup, que les couleurs excitent votre cerveau, donc ça vous fait rester encore plus, et surtout le soir, la nuit, ça c'est encore pire parce que ça altère le sommeil, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme passe-temps qui vous plaît, Charles, à part le bricolage et les écrans? Après, comment vous dire, le ménage et le repassage. Enfin. Non, mais ça ne me passionne pas, hein, ça je vous avoue. Et pourtant, c'est des tâches qu'il faut faire et qui prennent beaucoup de temps. Non, après, qu'est-ce qui me passionne? Avant, j'étais énormément sportif, mais le fait d'avoir une vie de famille, on s'en écarte un peu. Et ouais, j'aimerais bien. Mais énormément sportif, c'est aussi un peu l'excès quand même, Charles. Aussi. Après, l'être humain est fait comme ça, j'ai l'impression. Bien sûr, mais vous faites quoi? C'est quoi vos autres plaisirs à part le bricolage? Après, après, vous parlez de mes plaisirs d'avant? Non, maintenant. Puisque, de maintenant, je suis trop occupé par à la fois mon travail, à la fois mes enfants et mon bricolage pour me dire d'avoir d'autres passions derrière. Ah ouais. C'est bien déjà. Il faut retrouver une femme, Charles. Aussi. Hein? Et oui. Bah oui. Avec qui vous pouvez aller, je sais pas moi, vous promener dans la nature ou aller voir des spectacles, aller voir des concerts, du métal. Des concerts. Métal, ouais, ça dépend quel métal. C'est pour écouter du Anthrax ou des machins comme ça, non, mais pourquoi pas du... il y a du métal qui s'écoute quand même, heureusement. Tout s'écoute, mais il faut. C'est une éducation de l'oreille après. Mais après, tous les styles musicaux sont. Non, mais ce que je voulais juste dire, Charles, je pense qu'il faut vous recréer du vrai lien social, pas uniquement sur les écrans, quoi. Oui. Quoi qu'il en soit, on a beau dire, c'est quand même ça dont on a besoin en tant qu'humain. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'avoir pris conscience de quelque chose et il faut juste faut moduler, trouver le juste équilibre. Ouais. Ok. Oui, je vais y travailler. Passer une annonce et chercher une jolie femme qui a besoin qu'on bricole un peu chez elle. Ouais.
pourquoi pas. Bon, après, c'est un peu pervers quand même, ça. Oh, c'est service rendu de part et d'autre. Je suis désolée. Merci Charles en tout cas. Merci Charles. Merci de votre lucidité. Allez, on fait une petite pause et puis dans un instant, c'est Soisic Belin que nous retrouvons notre Sexy News du jour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Laurent Carilla, nous retrouvons Soisic Belin, notre journaliste, qui va nous parler de sexpertitude. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais nous allons découvrir ce mot. Alors, on peut constater, Brigitte, Laurent, que ces 3 dernières années ont vu l'émergence de sexpertes. Ce sont ces spécialistes en sexualité, que ce soit sur les réseaux sociaux avec des influenceuses, des reconversions au métier de sexologue et dans les journaux avec des journalistes spécialistes sexe. Alors, en fais-je partie? Bon, en quelque sorte, mais il y a des catégories. Oui, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Il y a des spécialistes de la pratique qui vont nous expliquer comment et quel jouet on va pouvoir positionner sur son clitoris pour atteindre l'orgasme. Et il y a des spécialistes qui vont nous donner les statistiques et le nombre de fétiches présents en France. Et puis il y a celles qui vont fouiller, gratter pour voir ce qui se cache derrière cette obsession que nous avons pour la sexualité. Une obsession qui se caractérise parfois de façon très paradoxale, en taisant ses ébats et en faisant une antre sacrée pour ceux qui pensent ne pas s'y intéresser, ou au contraire en les déballant sur la place publique pour davantage d'empowerment. Bref, nous sommes obsédés par le sexe d'une façon ou d'une autre et il y a des spécialistes qui viennent décortiquer le schmilblick. La grande Agnès Giard en fait partie et personnellement, j'affectionne ses chroniques dans le blog hébergé par le quotidien Libération, les 400 Q. Des chroniques parues en format livre ici, donc une sélection de 58 parmi plus de 1000 écrites et publiées aux éditions de la Musardine. Alors, Agnès Giard, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une pure scientifique, une journaliste, mais aussi une anthropologue. Alors, elle se fiche un peu de savoir de quel côté le vent souffle. Entendez par là suivre la ligne éditoriale de notre société à un moment donné pour la brosser dans le sens du poil. D'ailleurs, poil ou pas poil, ce n'est pas elle qui vous dira que pour brandir votre drapeau de militante féministe, il va falloir laisser tomber votre rasoir Vénus Gillette. Ceci n'est pas un placement de produit. Donc, vous l'aurez compris, ce qui l'intéresse, c'est de partir d'un sujet qui préoccupe notre société, exemple l'orgasme, et de creuser en bonne scientifique notre rapport à ce nouvel outil de mesure du bonheur qu'est la petite mort. Elle n'a pas peur de parler d'injonction dans ce que nous pourrions voir au premier abord comme une libération. D'ailleurs, cet appel à la libération n'est-elle pas une nouvelle injonction? Donc, faut-il lire Agnès Giard? La réponse est oui. Absolument. C'est ce que j'adore chez les anthropologues, c'est cette mise à distance nécessaire, cette véritable objectivité que l'on recherche chez les journalistes, qui n'est jamais véritablement là, ne serait-ce que par le choix de l'angle ou des mots. Tout a un sens profond, c'est subjectif. Agnès a cette capacité de vous emmener ailleurs que dans votre précaré et de vous faire repenser les choses. Cette journaliste connue pour sa passion du Japon et son étude de cette société par le prisme de la sexualité est une immanquable de la sexpertitude. Donc c'est un mot que j'ai inventé. Bravo. Super mot. En 2018, elle publie une chronique intitulée « Séduction égale domination ?» dans laquelle, sans jamais donner son avis et en alternant les points de vue de psychologues, philosophes tels que Thomas Hobbes, Freud et un anthropologue tel que Marshall Salins, elle réussit à porter un discours plutôt qu'un autre et répondre ainsi à la question: la domination masculine est-elle innée? L'homme est-il forcément et par nature un vorace, pervers et intéressé, et la femme une victime de cette manipulation bestiale et primaire? L'homme est-il un loup pour l'homme? Lisez sa chronique et vous aurez en filigrane sa réponse. Les titres chez Agnès sont souvent aguicheurs, provocateurs, vivants et drôles parce que la vie n'est-elle pas une grosse blague qui dure et qui parfois en mode running gag nous exaspère. En 2011, elle parle de la sodomie au service de la dictature. En 2012, elle s'interroge pour savoir si le premier mot fut-il le mot sexe, prétexte pour parler de paromase. En 2009, elle s'intéresse à ceux dont le job consiste à briser le couple des autres. Souvent, les titres grand public comme ça permettent, dans le développement de la chronique, d'aborder des sujets plus pointus, des actualités, des livres, des artistes plus ou moins connus du grand public. Une façon finalement d'accrocher le lecteur, de le prendre par la main et de l'amener à s'intéresser à des sujets plus pointus qui n'y paraissent. Parfois,
Comme je vous le disais, elle laisse son lecteur sur une réflexion qui pourrait aller à l'encontre de ce qu'il espérait entendre. C'est un peu le cas dans sa chronique sur la pilule intitulée « Bébé ou carrière, il faut choisir ». Elle nous laisse sur la réflexion de l'actrice Emily Witt de Futur Sex, publiée en 2017 aux éditions du Seuil. 2017, oui, c'est bien ça, aux éditions du Seuil, pardon. Qui s'interroge sur la véritable liberté qui existe dans les processus de PMA. La procréation médicalement assistée serait-elle un oasis de liberté pour les femmes d'aujourd'hui ? Telle est la question. Vous l'aurez compris, donc, les sujets abordés sont éminemment féministes. Normes, domination masculine, pornographie, amour, réussite. Et parce qu'ils le sont, il n'y a pas de doxa. Non, bien au contraire, une liberté de parole, de ton et de point de vue. Sa dernière chronique étudie la Schtroumpfette. Alors, c'est une chronique qui est en ligne et qui n'est pas dans le livre. Et je dois dire que j'ai pris plaisir à la lire parce qu'elle valide notre comportement, cette envie de réécrire en permanence l'histoire à l'aune de notre société actuelle. La Schtroumpfette est-elle une badass, une femme forte ? Non. Est-elle un objet maléfique ? Oui. Dans une société composée d'hommes ? Oui. Elle incarne à la fois la douceur maternante et l'objet de désir. Mais on aimerait lui attribuer des pouvoirs de super-héroïne. Elle-même n'en aurait pas voulu. Oui, mais voilà, c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Agnès Girard, vous la connaissiez, Laurent Pas du tout. Ça donne envie. Ouais, ça me donne envie de lire ce livre. C'est vrai qu'on connaît aujourd'hui, quand on parle de sexperte, on pense tout de suite à Maya Mazorette, qui a sa chronique dans Le Monde, qu'on voit sur France Inter, chez Quotidien, on la voit un peu partout. Et c'est très intéressante, au demeurant. Mais Agnès Girard, on l'a un petit peu, à mon sens, mise de côté, alors que ses chroniques sont aussi très fouillées, très anthropologiques, sociétales. C'est pas la même génération non plus. Elle est antérieure. Oui, elle était là avant, effectivement, mais quoique elles n'ont pas une si grande différence d'âge que ça. Je pense pas. Il me semble que si, quand même. Enfin, je sais que j'en vexais une et pas l'autre. Agnès Girard, je l'avais reçue justement par rapport au Japon, où elle est en effet très spécialiste de ce qui se passe au Japon. Mais oui, non, je crois qu'elle a bien au moins 10 ans de plus. Ah oui. Il me semble. Enfin bon, à vérifier. On vérifiera. Mais en tout cas, oui. Et puis, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites sur les anthropologues par rapport aux journalistes. Eh oui. Et pourtant, je suis journaliste. Mais bon, qu'on me dise pas. Enfin, c'est clairement impossible d'être totalement objectif. Mais personne n'est objectif. Moi non plus, Laurent non plus. On est tous subjectifs, forcément. On a tous une part de subjectivité. Heureusement d'ailleurs. Mais si au moins déjà on le reconnaît, on sera peut-être un peu plus objectif. C'est ça. C'est vrai, effectivement. On nous lira en se disant qu'effectivement, ça c'est l'angle, la pensée de la personne. On a l'habitude de la retrouver sur ce type de sujet-là parce qu'elle pense comme ça, etc., etc. Alors que regardez les chercheurs, ils trouvent toujours ce qu'ils cherchent, et ils vont aller chercher ce qui les intéresse. Parfois, ils trouvent les choses qu'ils n'ont pas cherchées. Ouais, parfois, ouais. Peut trouver, ou parfois, on peut être déçu par ce qu'on cherche. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui. Ouais. Vous cherchiez quoi ? Vous avez été Je travaillais sur les traitements de l'addiction à la cocaïne et j'étais quasi persuadé que c'était une piste forte. Ouais. Et il s'est avéré que c'était pas du tout une piste forte. Bon, bravo. Donc mais c'est bien de publier des résultats un peu négatifs pour dire ne vous jetez pas sur ce médicament parce que ça marche pas. Oui, j'ai entendu ça, en effet. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser en effet qu'il Mais c'est vrai que maintenant on publie les résultats négatifs de recherche, ce qui est bien d'ailleurs. Oui, comme ça, il y a un passif et il y a quelque chose de... Ça reste, quoi. C'est... Bon, voilà. En tout cas, nous sommes entre gens bien qui reconnaissons être très subjectifs, mais au moins... Et j'aime bien la Schtroumpfette. On a cette objectivité. Oui, moi aussi. On m'a offert d'ailleurs une Schtroumpfette. C'est vrai ? C'est un petit... Sexy ? Un petit objet très sympa que j'ai mis sur mon bureau. J'aime bien la Schtroumpfette. Ouais. Elle était brune à la base, Ah bon ? Mais apparemment ça marchait pas. Ouais, ils l'ont rendue blonde. Et donc en blonde, elle a cartonné, quoi. Eh oui, comme quoi. Merci beaucoup, Soisic Belin. Merci. Je vous en prie. Merci de votre subjectivité. Mais c'est le principe. On va faire une chronique sur des choses qui nous intéressent. Ce serait quand même stupide. Sinon, je vous prends le dictionnaire et puis je vous lis un article du dictionnaire. Non, restez subjectif, c'est très bien. Emma, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour. Alors, 3 questions, puis ensuite vous pourrez en poser une à Laurent. Première question, quelle serait votre plus grande passion, Emma ? Actuellement, rien de bien incroyable. Je suis passionnée par le tricot. Eh ben alors, c'est très canon bien. comme passion. C'est chouette. Oui, je suis assez d'accord. Oui, pourquoi pas ? Si vous pouviez me faire un petit pull Kiss pour l'hiver. Il faut me demander maintenant parce que ça prend du temps. C'est vrai. Non, mais je pense que ça calme. Je trouve ça cool, c'est hyper apaisant. Oui. Et même anxiolytique. Très bon pour le stress.
Non, c'est pourquoi pas. C'est loin du sexe, certes. Oui. On peut trouver d'autres plaisirs. Non, je suis pas sûre que ça va se fantasmer les hommes, une femme qui tricote, mais quoique. Non, moi je trouve ça cool. Hein. Franchement, je trouve ça cool. Il y a un Oui, côté les excitant. gens trouvent ça cool. Sexy, je ne sais pas. Si, mais cool, il peut avoir un côté un peu sexy. Ah, bon. Bah, ça dépend comment vous êtes habillé quand vous tricotez. Hein, en fait. Exactement, j'allais le dire. On est d'accord, on est d'accord. Deuxième question, quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour? Un train. Dans Une un cabine train. de toilette dans un train. Cabine de toilette, d'accord. C'était un TGV? C'était un TER, un peu moins glamour, mais... Non, je trouve ça encore plus glamour, moi, Il y a plus de justement. place. J'imagine. Il y a plus de place dans les toilettes des Je sais pas. TER? Oui, c'est Ah, possible. aucune idée. En tout cas, je trouve ça plus insolite. Oui, ça c'est vrai. On était seuls dans le wagon, hein, je rassure. Ah oui. Bon, bah, moi, ça m'est égal, hein, je trouve. On fait ce qu'on veut. Et dernière question, quel est votre jouet intime préféré? Oh, mes doigts, en fait. Ah, très bien. Très bien, très C'est les bien. plus efficaces. D'accord. Les deux mains ou une seule main? Une seule. Une seule main, d'accord. Ouais. Eh bien, posez une question à Laurent, il vous écoute, allez-y. Écoutez, Laurent, j'aurais aimé savoir quel est un de vos souvenirs les plus embarrassants. Oh. Question embarrassante. Souvenirs les plus embarrassants. Alors là, vous me posez une colle. C'est vrai que c'est des questions difficiles. Ah, souvenir embarrassant. Ah si, j'en ai un. C'est vraiment embarrassant. J'étais au Hellfest, le festival de métal, et je croise une journaliste que je connaissais, que j'avais croisée plusieurs fois, et elle avait un peu de ventre en fait. Et je l'ai félicité pour sa grossesse en fait. Et elle m'a dit non, je suis sous antidépresseur. Et là, j'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Je m'en souviens. Voilà. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Mais ça nous fait rire. En plus, c'est pas bien, Emma. Faut pas rire. Non, c'est mal. C'est pas bien. Hein. Bon, écoutez, merci Emma de cet échange. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant et on va évoquer évidemment vos addictions, vos passions, que sais-je encore. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Laurent Calrilla, psychiatre spécialiste des addictions que vous pouvez retrouver dans ces séries de podcasts Addiction sur toutes les plateformes. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous pensez être peut-être addict aux sites, réseaux, etc. Oui, enfin en tout cas je l'ai été. C'est ce qui a fait c'est presque une construction qui s'est faite comme ça. C'est-à-dire que, enfin, on s'était déjà eu là sur une émission sur l'addiction aussi. Et en fait c'était un refuge pour moi en fait d'aller ou une fuite en tout cas. C'était quelque chose de ce genre en fait qui faisait que quand je me sentais pas suffisamment apprécié ou aimé, je fuyais vers ça en fait. C'était une forme de parler à des inconnus. Ça me rassurait en fait sur moi quoi. C'était juste ça. Ouais. Et donc ça prenait. Enfin, après ça pouvait prendre de la place quand même dans mes relations amoureuses et même amicales. C'est-à-dire que parfois je partais vers ces refuges-là en fait et ça posait quand même un certain nombre de problèmes quoi. Mais c'est comme, oui, ça fait partie d'une addiction, hein, donc ça pose toujours un certain nombre de problèmes quand on en abuse quoi. Mais est-ce que vous vous sentiez un peu mieux après ou pas, ou pire? Alors il y avait du mieux sur le coup et du pire après quoi. Oui, donc là, c'est très... C'était une descente, en fait. C'est très proche de... Oui, ouais, c'est très proche de... Enfin, j'étais proche de gens qui avaient des soucis avec l'alcool ou quoi. C'était pareil, quoi. Enfin, c'était très, très comparable, quoi. C'est-à-dire que
c'était un mode où sur le coup ça allait bien. On le sait, enfin, en plus ça va et plus on le sait, hein, que ce que ça va faire ou pas. Mais ça apporte un petit plus à un moment donné et du grand un grand plongeon après, quoi. Oui, mais ce que je crois qui est important, Jérôme, c'est qu'au moment où vous y allez sur ces réseaux sociaux, c'est que vous êtes vraiment mal et que quelque part vous y allez pour vous sauver, enfin vous l'avez dit, c'est un refuge. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on va vraiment mal à ce moment-là, Laurent Carilla? Parce que on comprend tout à fait ce que nous raconte Jérôme. Alors, pour tout ce qui est comportemental, on n'est pas dans de la désintoxication massive, c'est-à-dire on ne se donne pas du jour au lendemain, on dit on arrête tout, on se connecte plus, etc. On va réapprendre à réguler les choses. Mais si c'est à partir du moment, à partir du moment où on se sent mal et on utilise un objet pour essayer de se sentir moins mal, mais en fait ça ne change pas grand-chose, surtout après, là il faut se faire aider. Il faut se faire aider, et avant de se faire aider, la première chose c'est c'est noter un peu dans un agenda de bord, si vous voulez, le temps passé, comment on se sent pendant, comment on se sent après, qu'est-ce qui déclenche ses envies, et comment on fait pour essayer de résister à ses envies. C'est ça les premières choses. Si on n'y arrive pas, il faut se faire aider. Mais Jérôme, quand vous avez commencé à tomber dans cette addiction, c'était après un échec amoureux, sentimental? C'était jeune, hein, même très jeune. Enfin, je devais avoir 12 ans. C'est-à-dire que déjà j'étais solitaire, entouré dans une grande famille, mais solitaire, moi-même assez solitaire. Et du coup là, j'y ai trouvé. À l'époque, c'était sur des Minitel ou etc. où on pouvait parler par un système de réseau. On appelait ça un réseau à l'époque. Et en fait, oui, ça de suite, ça m'a apporté un plus parce que j'avais ce mal-être m'a suivi quand même depuis très jeune. Et du coup, dès que je me sentais un peu mal, quoi. Abandonné. Et après, oui, voilà, ouais. Il y a ce côté abandonné, ce côté assez triste, donc j'allais sur ça, et c'est vrai que ça, à 12 ans, ça fait quand même partie d'une construction. Après, c'est difficile de voir les choses sans ça, en fait. Oui. Il y a certainement quelque chose de cognitif qui se met en place, puisque c'est comme ça que vous commencez à construire votre sexualité, votre capacité à communiquer avec les autres. Oui. Il y a l'estime de soi aussi. Ah oui, ça m'a suivi. Après, c'est vrai, plus ça nous suit dans notre vie, cette addiction-là, et plus on l'analyse, plus on sait comment ça vient au moment où on en a besoin, et le résultat que ça aura, quoi. Mais ça n'empêche pas que ça reste une addiction, à un moment donné. Alors, ce qui est important, et je profite de votre témoignage, Jérôme, pour justement en parler à tous ceux qui nous écoutent et qui sont parents. Vous aviez 12 ans, donc 12 ans, on sait que le cerveau est loin d'être complètement terminé. Donc déjà, première question, Laurent, qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau quand on est comme ça avec les écrans? Avec les écrans et... Les écrans, c'est pas nocif en soi, ça devient nocif quand c'est utilisé sur certains temps, quand ça prend le dessus sur certaines activités. Et aussi, il faut prendre en compte aussi sa personnalité, sa construction psychologique, physique, etc. C'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, parce que les parents se focalisent par exemple que sur le temps passé sur l'écran. Or, c'est vraiment une erreur. Ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que le cerveau va maturer autour de 20-25 ans. On a vraiment de la construction cérébrale finalisée autour de 20-25 ans. Ça dépend des gens, encore une fois. C'est vrai que chez les tout petits, en tout cas avant 2 ans, il faut éviter l'exposition aux écrans. Ça, on le sait. Et après, il y a aussi le modèle parental. C'est-à-dire, si les parents sont scotchés sur les écrans, je vois pas pourquoi les enfants ou les ados seraient pas scotchés sur les écrans. Donc, il y a toute cette idée de régulation de la consommation des écrans, ce qui n'est pas si évident que ça, mais c'est sur ça où il faut insister maintenant.
Et ce que disent certains de vos confrères, Laurent Carilla, c'est qu'il ne faut pas hésiter avec des ados de communiquer sur ce qu'ils regardent sur les écrans, justement. Ah, ça c'est hyper important, vous avez tout à fait raison, Brigitte, de le souligner. C'est les écrans, c'est source, ça peut être source de cyberharcèlement déjà. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit. Les parents doivent éduquer, mais les parents doivent savoir aussi gérer leurs écrans, hein, c'est hyper important. Et c'est vrai que nos enfants qui sont des digital natives, eux, ils sont avec les écrans, c'est quasiment des extensions de leurs bras, ces écrans-là. Donc, il faut être très très prudent. Et c'est surtout, moi, j'attire l'attention sur les écrans et le sommeil. Ça, les écrans sont vraiment délétères pour le sommeil. Ils sont vraiment nocifs pour le sommeil, pour le coup, parce qu'on sait que quand on regarde son écran le soir, avant de s'endormir, les écrans envoient un signal à notre mélatonine, notre hormone du sommeil par exemple, qui dit il fait jour, il fait pas nuit, donc tu peux continuer à regarder, donc tu vas mettre du temps à t'endormir. Alors comment vous en êtes sorti, Jérôme, parce que 12 ans vous étiez encore bien jeune? Oui, mais ça a été de me faire, d'accepter que ça devienne un problème en fait, et voir quelqu'un. Hein. J'ai fait de l'hypnothérapie, et des thérapeutes. Hein. Enfin, oui, il y a que ça comme une autre addiction. Hein. Et pour reparler des écrans, ça restait qu'un moyen. Après, les écrans, ça reste un outil, quoi. Après, c'est ce qu'on y fait dessus ou quoi qui change la donne, en fait, de ce que ça nous fait, de ce que ça nous procure, quoi. Mais voilà, oui. Maintenant, ça va mieux. Il y a toujours des moments de flottement où je me dis, mais maintenant, je sais. Enfin, le mal que ça fait l'a emporté en fait sur le bien que ça pouvait m'apporter sur un shoot de ça, quoi. Enfin, c'était donc voilà, quoi. Après c'est le choix aussi qu'il faut se forcer à faire, quoi. C'est une belle introspection, moi je trouve. C'est ça ce que vous dites sur le côté récompense et côté punition du truc. Et quand vous rééquilibrez ça, vous arrivez à réguler les choses, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, parce que après, ça devient une espèce d'ami ennemi qui nous suit, quoi, comme une ombre, et il faut faire le choix de s'en défaire, quoi, parce que en fait, des fois, il peut avoir un masque plutôt sympa, mais sur le coup, ça quand on s'en aperçoit, ça n'allait pas, quoi. Donc, et oui, le masque de la tentation. C'est ça. Mon meilleur ennemi. Oui. Écoutez, merci en tout cas Jérôme, de ce témoignage. Alors quels seraient aujourd'hui vos passe-temps favoris? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui justement ne vous apporte que du positif? Eh bien, en fait, parce que justement, je pense que c'est un rapport à ça aussi. Je cherchais toujours quelque chose qui bougeait énormément, avec énormément d'adrénaline, du parapente, du saut en parachute, Et maintenant, justement, ce qui fait la différence, c'est que j'arrive à me contenter. C'était un mot que j'exécrais au possible à l'époque. C'est-à-dire se contenter des tout petits moments, que ce soit avec ma fille, que ce soit avec mes proches, mes amis ou quoi. C'est des petits moments conviviaux, mais je les prends comme quelque chose qui là va me faire énormément de bien sur moi, et nettement plus en profondeur, quoi. Mais c'était sur l'aspect, j'avais des passions presque dévorantes de bouger dans tous les sens, de partir dans tous les sens, et il fallait que ça pique, que ça brûle, que ça fasse son effet, quoi, en fait. Et maintenant, c'est nettement plus posé, quoi. Nettement plus. Écoutez, ça me paraît. Que là, j'aide à ça aussi. Hein, oui. Vous avez quel âge aujourd'hui? Presque 50, ouais. Oui, c'est pas mal d'être arrivé à ça à 50 ans déjà. C'est beau même. Oui, franchement. Oui, non mais c'est gentil parce qu'il y a ce besoin aussi d'avoir une espèce de baromètre, de savoir où on en est, en fait. Parce que ça, c'est important, je trouve. Quand on est sur une addiction, c'est important parce que soit on peut le savoir, quoi, mais quand c'est d'autres personnes qui nous le disent, et souvent des professionnels, là, c'est important, quoi. C'est quelque chose qui fait que
dès qu'on se dit, on n'est pas forcément en totale rémission, mais quand même on est sur la bonne voie, quoi. Donc ça et pour ça votre émission effectivement fait du bien pour ça, quoi. Oh bah merci Jérôme. Mais en tout cas vous semblez. Mais c'est toujours la même chose, Laurent Carilla. Quand on a été en effet dans l'addiction et qu'on en est sorti, on a une lucidité. Oui, il y a une sérénité. Forcément, il y a une sérénité. Donc c'est tout à fait entendable. Merci beaucoup Jérôme et merci de votre message positif puisque ça montre à ceux qui nous écoutent qu'on peut tout réguler, à fait réguler, à condition peut-être en effet de se faire aider. Je crois que ça, on le répète chaque fois que vous venez, Laurent Carilla. Ouais, ça c'est le truc ultime. Et après on peut s'entraîner à se réguler. Oui. Le tout c'est de bien savoir qu'à un moment donné, si on voit qu'on n'arrive pas tout seul à se réguler, aller tout de suite, aller assez vite demander de l'aide parce que ça prouve que ça ne fonctionne pas. On va continuer à évoquer les passions, les addictions sur Sud Radio 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de témoigner ou de poser des questions à Laurent Carilla qui est avec nous. Et puis, comme tous les jours, vous allez avoir une petite devinette et puis vous allez peut-être pouvoir nous trouver la réponse. Quel est l'animal qui change de sexe en moins d'une seconde? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse, Laurent Carilla. Puis si vous la trouvez pas, c'est pas très grave. C'est pas grave si je trouve pas. Non, c'est pas très grave. Qui change de sexe en moins d'une seconde. Moins d'une seconde, oui. C'est très rapide, ça. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Laurent Carilla que nous parlons des passions, des addictions, des obsessions aussi. Je suis pas vraiment passionné par vous. Bon, mais ça va, vous arrivez à gérer. Je gère, c'est positif. Ça vous fait pas souffrir. C'est positif. Eh bien, tout va bien. Alors, je rappelle qu'on peut vous retrouver évidemment sur différents ouvrages. Vous avez beaucoup écrit déjà, mais vous êtes aussi l'auteur de cette série de podcasts Addiction. Vous êtes en train de travailler sur la saison 3, mais il y a déjà la saison 1, la saison 2, avec beaucoup de personnalités qui ont accepté de témoigner. C'était une spéciale personnalité. Et franchement, j'étais assez content, on était assez content qu'ils viennent se dévoiler comme ça, parce que ça se fait pas beaucoup en France quand même, c'est plutôt anglo-saxon comme approche, mais franchement c'était un des bons moments. Alors la devinette, quel est l'animal qui change de sexe en moins d'une seconde? Un cafard? Non, c'est le morpion. Ah ouais. Le morpion change de sexe en moins d'une seconde. C'est vrai. Mais alors, il est très malheureux le morpion parce qu'avec tous les pubis rasés, il est en voie de disparition. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas cool ça. Il faut des poils, quoi. Que fait la SPA? Ouais, il faut des poils, quoi. Il faudrait des poils. On continue avec Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Isabelle. Alors, bonjour. Vous êtes addict aux jeux d'argent, c'est ça? Oui. Alors voilà. Donc j'aimerais bien justement que Laurent m'en dise un petit peu plus. Alors voilà. Alors donc qu'est-ce que ça me procure? Je suis là. Voilà. Qu'est-ce que ça me procure? Alors on est déjà, Brigitte, je trouve qu'on est dans une. C'est pas que je trouve, c'est que on est dans une époque où on vous rabat un peu les oreilles de vivre l'instant présent. Eh bien, écoutez, moi, devant une machine, dans un casino, je vis un super moment. Voilà. Alors, est-ce que ça comble quelque chose? Est-ce que je suis frustrée d'autre chose? Je ne sais pas. Bref. Mais cet instant, voilà. Très bien. C'est délicieux. Mais alors, ça. Évidemment, les jeux d'argent, ça peut emmener dans des situations extrêmes. Mais voilà, mais c'est comme ma deuxième addiction, parce que j'en ai deux on pourra en parler après. Et je fais un parallèle. Isabelle, vous êtes en forme en tout cas. Hein. Ah oui. C'est l'instant présent. Ouais. Voilà. Alors on vous dit toujours il faut vivre, c'est votre deuxième bien dans l'instant présent. Mais c'est quoi votre deuxième addiction? L'instant présent. Les relations multiples, évidemment. Le sexe. Bah oui. Et c'est pour moi, il y a un parallèle. Il y a un parallèle dans cette jouissance, quelque part, de cet instant, de ce qu'on vit là, d'être incarné, vous savez. D'accord. Cette incarnation. Mais voilà.
Mais là, on a l'impression que vous souffrez pas quand même. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je le lisais dans votre pensée. Écoutez, qu'est-ce que ça fait mal? Ça fait mal au porte-monnaie. Alors, je me suis souvent dit ça. Tu bois pas, tu fumes pas, tu te drogues pas, tout ça. Ça fait mal au porte-monnaie et au banquier, ok? Mais ça peut quand même emmener loin. Prenez-le comme amant, votre banquier, il sera plus indulgent. Je sais pas. Non, non. Il me plaît pas. Non. Bon, Isabelle, est-ce que vous perdez contrôle avec le jeu d'argent? Alors, quand vous avez plus de sous, vous arrêtez. Enfin, vous arrêtez. Donc vous perdez pas contrôle. Mais je vais vous parler de quelque chose. Ce mot qui me revient, c'est irrésistible. Au bout d'un moment, vous passez une semaine, 2 semaines, et il y a quelque chose en vous qui monte, et ça devient. Il faut aller au casino. Oui, c'est irrésistible. Il faut absolument jouer. Oui, mais est-ce que c'est une fois par mois ou là, non, c'est une fois par mois et encore. Ça va. Donc ça, c'est pas, on n'est pas dans les critères d'addiction, Isabelle. Oui, si. Non. Il fut un temps. Si, j'ai passé 20 ans. J'ai perdu un appartement, c'est sûr. D'accord. Et là, vous avez été suivi pour ça alors? Non, pas du tout. Toute seule. Elle a payé cher la facture, donc ça a suffi. C'est ça? Oui. Oui, je suis un petit peu, voilà. Et vous êtes échaudée, comme on dit. Contrainte et oui, échaudée. Voilà. Oui. Et dans les relations multiples, c'est pareil. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas en amont pris conscience que vous étiez dans l'addiction et vous n'auriez pas perdu votre appartement. Mais bon, au moins, vous avez compris et là, vous savez, Et qu'est-ce que vous avez mis en place alors comme technique quand vous commencez, vous avez perdu l'appart? Il n'y a pas de technique. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment. J'ai subi, voilà. Et puis vous avez plus. Et puis vous avez compris la leçon, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Vous savez, Brigitte, les addicts au jeu, eux, ils comprennent pas la leçon parce que leur cerveau est complètement déréglé. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre un appart. Et ils vont perdre un deuxième appart. Vous voyez, c'est. Et là, j'arrive pas à comprendre je perds un appart et hop, je m'arrête. Est-ce que les relations multiples, vous les aviez avant de perdre votre appart? Toujours. Oui, toujours. Ça a été en parallèle. C'est pour ça que je vous dis, c'est un parallèle. C'est vraiment pour l'instant. Alors maintenant que vous avez plus votre appartement, vous les rencontrez où, ces gens, ces hommes? Partout. Je suis quelqu'un de sociable. Voilà. Vous êtes très en forme, Isabelle. Hein, c'est super. Vous trouvez? C'est super à entendre. Mais à la voix. Mais ça masque quoi? Ça a un prix, ça aussi. C'est quoi? C'est un prix, parce que comme je vous ai dit, on se brûle des fois, puis on souffre, et puis on voudrait être comme les autres, et puis on n'est pas comme les autres. Voilà. Bon, mais les jeux d'argent, visiblement, vous avez su réguler, ça c'est une chose. Et puis, et puis autrement, avoir des relations multiples, je vois pas très bien où est le danger. Vous voyez pas très bien où est le problème. Comme je vous ai dit, on aimerait quelque part trouver l'homme de sa vie ou la femme de sa vie pourtant vous cherchez. Et se rendormir. Pour chercher, j'ai pas trouvé encore. Je peux vous dire. Oui. Non mais voilà. Mais c'est-à-dire que vous voudriez rencontrer un homme et vivre avec lui à temps plein? Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre non plus. Vous n'êtes pas sûre. Non. Alors, joueur un jour, joueur toujours, c'est ça qu'on dit. Et alors pour les relations, pareil, on changera jamais, on ne pourra pas changer. C'est ça que vous voulez dire, le pli, les prix, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est juste que en vous entendant avec ce dynamisme et certainement cette force de caractère, cette joie de vivre, je vous vois pas vraiment avec un homme au quotidien. Il va vite vous embêter. Enfin, je sais pas. C'est ça. Voilà. Je vais vite m'ennuyer. C'est ça que vous voulez dire? J'ai l'impression. Voilà. Après, je sais pas ce que vous cherchez dans ces relations multiples, mais si ça vous fait pas souffrir, quel est le problème? Je cherche, comme je vous ai dit, c'est sûrement réducteur de penser ça, mais je recherche que l'état de plaisir du moment. Voilà. Du moment devant une machine ou dans la jouissance. L'état. Voilà. Oui, mais ça, vous le répétez pas tous les jours finalement. Vous régulez ça en le faisant de temps en temps.
Ouais. Mais Non. est-ce que vous pensez que ça procure des bonnes hormones, des bons trucs, et que c'est justement ça vous fait du bien? Est-ce que quelque part ça peut vous faire du bien? Mais vous dites que ça vous fait du bien là. Ben oui. Ça vous fait du bien parce que vous ne faites pas tout le temps, parce que voilà, c'est régulé quoi. Donc si c'est régulé, si c'est modulé, c'est bien de se faire plaisir, se faire du bien quoi. Et bien sûr que, je sais pas, quand vous devez jouer comme ça, ça vous fait du bien sur le moment, et après vous n'êtes pas triste, vous n'allez pas pleurer ou vous enfermer dans votre chambre à dire non, pas vraiment. Non, je m'en veux. Écoutez, pour vous dire la vérité, je m'en veux 5 minutes si je perds. Ouais. Si je gagne, c'est super. Je suis contente. Ouais. Mais si je perds, je suis triste ou même pas. Je m'en veux 5 minutes. Et quand vous gagnez pas, vous n'allez pas tout rejouer tout de suite. Non, vous gagnez, pardon. Pas tout de suite. Non. Quand je gagne, c'est embêtant ça. Hein. Vous le rejouez tout de suite? Non. Et après un rapport sexuel ou une activité sexuelle, vous n'êtes pas triste? Non, mais je veux un autre. J'en veux un ça, autre. c'est autre chose. C'est pareil, le jeu. Non, si on veut, mais vous en voulez un autre. C'est-à-dire, vous êtes au lit avec un homme à 7h du soir, il s'en va, et vous en voulez tout de suite un autre après, ou le lendemain? Oui, le lendemain, oui. Oui, je passe à autre chose, oui. Oui, vous êtes hypersexuel, quoi. Ben voilà. Bon, je suis incarnée, hein, c'est ça qui veut le mot. Non, c'est ça. Mais bon. Vous aimez les plaisirs de la chair? Ouais, vous aimez les plaisirs. Oui, non. Moi, je ramène ça à cette fameuse jouissance de l'instant présent. Écoutez, on nous en parle tout le temps. Il faut vivre l'instant présent. Oui. C'est vrai. On vous dit que ça partout, les développements personnels, les groupes, les trucs, les machins. Et on vous dit il faut être dans l'instant présent et profiter de l'instant présent. Ça c'est ce que vous nous racontez pour vous justifier. Mais nous, d'abord, on n'a pas besoin que vous vous justifiez. Et ensuite, c'est ce que vous racontez parce que vous l'entendez et ça vous arrange bien. Mais je crois que si vous avez envie, puisque si vous nous appelez, c'est que vous avez envie de vous comprendre un tout petit peu mieux. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller chercher sur ce que vous espérez, et je vais faire le lien entre ce que vous m'avez, entre le jeu et ce que vous m'avez dit sur la recherche d'un compagnon. J'ai l'impression que vous recherchez quelque chose que vous ne voulez pas trouver, c'est-à-dire vous recherchez de gagner le jackpot en jouant et puis en ayant des relations multiples, vous cherchez un homme qui n'existe pas. Voyez, donc il y a peut-être un travail à faire sur justement cette question de l'idéal qui ne peut pas être atteint parce que de toute façon vous seriez mal si vous l'atteniez. Enfin, vous voyez, je pense que c'est un peu. Il y a quelque chose comme ça certainement chez vous, mais qui est pas bien grave. Ça vous met pas en danger, mais peut-être que ce serait bien à un moment donné de vous poser et de voir au fond, parce que c'est. Alors là, on est dans une philosophie que je trouve plus intéressante que l'instant présent. C'est de savoir ce qui nous rendrait bien. Je dis même pas heureux parce que c'est une bêtise de vouloir être heureux. Non, qu'est-ce qui nous gratifie, quoi. Voilà, qu'est-ce qui nous rendrait bien dans votre vie? Quelle serait la sécurité matérielle qui vous rendrait bien, et quel serait le genre d'homme avec qui vous pourriez envisager d'avoir comme compagnon régulier? Je dis bien compagnon régulier, pas pour habiter avec lui pour l'instant. Vous voyez? Oui, je comprends. Faites un petit peu cette recherche comme ça, et vous verrez que vous aurez du mal à trouver la réponse. Mais cherchez-là la réponse, parce que si vous la trouvez, je pense que tout ça se calmera. Mais pas changer sa nature, non, quelque part. Mais non. Non, vous êtes une femme qui a besoin de vibrer, ça c'est sûr. Voilà. Et vibrer, oui. Allez, vibrons, d'accord. Merci à tous les deux, merci. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci. Allez, on fait une petite pause et on continue à vibrer ensemble. Laurent Carilla. Ah oui, j'adore vibrer avec vous, Brigitte. Sud Radio. Parlons.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Laurent Carilla, psychiatre, spécialiste dans l'addictologie. Oui, Brigitte. Et auteur également. On n'a qu'une vie, conseil pour souffler, déculpabiliser, reprendre du plaisir. C'est sorti en poche aux éditions Fayard. Et on peut le conseiller à Isabelle, tiens, justement. Qui peut... À tous nos auditeurs, d'ailleurs. Oui, absolument. Profitez de la vie. Bonjour Roland.
Bonjour Brigitte, bonjour Laurent Carilla. Bonjour Roland. Bonjour. Donc vous appelez parce que c'est votre fils qui est accro. Alors oui, effectivement, on a la chance d'avoir un préadolescent qui est la chance, parce qu'il a de bons résultats en parallèle à l'école. L'un n'empêche pas forcément l'autre, mais disons qu'il est très 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 accroché aux réseaux sociaux, enfin en particulier à TikTok et puis aux vidéos de YouTube, et notamment ce qui concerne la sphère et le monde des jeux vidéo sur PC et sur ordinateur et console. Je pense que les chiens ne font pas les chats et du coup, effectivement, pendant un certain nombre d'années, j'ai été très attiré aussi par le monde des jeux vidéo, qui était une de mes diverses passions. Et aujourd'hui, j'ai mon fils plus âgé qui est très très attiré par cette sphère-là. Et effectivement, quand on essaye de mettre une limite, quand on essaye de stopper un petit peu tout ça et de freiner, on se confronte à des humeurs pas très agréables et évidemment on se retrouve face à un ado qui se renferme sur lui-même, qui boude, qui devient un peu colérique, et c'est pas toujours évident à gérer. Et on ne sait pas trop comment l'appréhender. Il a quel âge aujourd'hui ? Alors il a 13 ans, il va avoir 14 ans encore début septembre. Oui. Et est-ce qu'il vous a vu beaucoup justement jouer ? Alors disons que oui, je pense qu'il a vu, il a effectivement vu papa jouer un petit peu de temps en temps le week-end à des jeux en réseau. Effectivement, que pas mal de monde doit connaître. Beaucoup d'éditeurs doivent connaître le jeu Call of Duty sur diverses plateformes. Voilà, c'est un jeu. Et puis je suis très attiré aussi par tout ce qui est pilotage automobile, sport automobile. Non mais on vous culpabilise pas. Je le prends pas du tout. Vous inquiétez pas, c'est votre faute. Non, je rigole. Non, c'est juste parce que ça pourrait expliquer que... Pas que. Mais oui, en partie, mais vous avez raison de le dire. Mais ça peut aussi expliquer son comportement quand vous lui reprochez, parce que c'est genre, papa, tu le faisais, qu'est-ce que tu vas me reprocher de le faire, tout en n'osant pas vous le dire. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant que vous fassiez devant lui votre mea culpa, voyez. Oui. Mais je laisse Laurent prendre la parole parce que c'est le spécialiste, c'est pas moi. Alors voilà, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, il s'appelle comment votre fils ? Mathéo, il a 13 ans, enfin il a 14 ans, c'est un digital natif déjà. Il est né avec le smartphone. Et le smartphone, les écrans, les consoles, etc., un peu modernes de maintenant. Et Mathéo, déjà, vous, les parents, vous avez autorisé ça. Oui, vous avez autorisé ça dans une optique de il faut un smartphone et puis les jeux vidéo, ça fait partie aussi de l'histoire de votre famille. Donc il y a ces éléments-là. Il y a ce qu'on appelle le modeling. Le modeling, c'est je regarde les grands faire. Moi, quand je vais être un peu plus grand, je vais faire pareil. Donc là, il y a l'histoire du jeu. Et les jeux vidéo, c'est pas nocif. On va pas dire que c'est le diable, etc. Et ce qui se passe après, c'est que lui, il a son smartphone. Son réseau social, c'est TikTok. Et vous dites aussi, il regarde des youtubeurs gamers. Les youtubeurs gamers, c'est la nouvelle télé de ces jeunes-là, en fait. Ils regardent pas la télé. Ils regardent YouTube. Ils regardent des gens sur YouTube jouer à des jeux vidéo auxquels ils jouent eux-mêmes. C'est un truc générationnel. Alors, c'est vrai que à côté de ça, vous dites, il a des bons résultats scolaires. Je sais pas, est-ce qu'il dort bien ? Est-ce que il n'a pas trop d'anxiété. Il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Mais si vous l'avez habitué, si vous voulez, vous et votre épouse, à tu peux jouer en non-stop, c'est comme ça, tu as la console dans la chambre, l'ordinateur et tout, c'est extrêmement difficile à se dire, écoute, là t'arrêtes, tu perds trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Alors on essaye malgré nous de le limiter un petit peu, hein. Mais on se mais il doit s'énerver. Mais voilà, oui, il s'énerve, il monte dans sa chambre, il ressent une grosse frustration. Mais à côté de ça, il est incapable. Alors on a la chance d'habiter en banlieue parisienne, un petit peu éloigné. On n'est pas très loin de Fontainebleau, et on a la chance d'avoir des espaces verts près de chez nous. On a un jardin, etc. Et on a tout fait pour essayer de les faire sortir au maximum dans le jardin. Et lorsqu'il arrête ces jeux, ces choses un petit peu digitales, il a du mal à trouver une occupation extérieure, et il n'a pas de motivation pour ça. Qu'est-ce qu'il fait comme activité à côté des jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il fait comme activité Alors avant le Covid, il était inscrit dans un club de tennis qu'il appréciait particulièrement. Et là, il joue plus. Alors non, il joue plus parce qu'entre-temps, on a déménagé justement à la fin du premier confinement. On a eu la chance de pouvoir déménager, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Lorsqu'on est arrivé sur notre nouveau lieu de résidence, on s'est retrouvé confronté face à des clubs de sport qui étaient totalement fermés. Mais depuis, ça a rouvert, et effectivement, on cherche un petit peu. Alors, il cherche un petit peu. Alors, un coup c'est le basket, un coup c'est le ping-pong. Moi, avant, j'étais pratiquant d'arts martiaux. Bon, je le suis toujours un petit peu, mais j'ai toujours été attiré par les sports de combat, les arts martiaux, etc. La philosophie des arts martiaux que j'ai essayé de leur transmettre, qui attire qui attire beaucoup plus le petit, Thomas qui a 8 ans, que Mathéo. Mathéo, lui, il n'est pas très sport. Il est assez casanier, donc d'où le fait qu'il soit très attiré par tout ce qui est digital, ordinateur, etc., jeux vidéo. Et il fait du codage? Non, alors non, mais par contre on a eu comment dirais-je, la possibilité on a eu cette idée de lui faire faire du codage. C'est bien ça. Je pense que ça pourrait l'intéresser, parce que déjà assez jeune, il a une maturité. Du codage informatique. Tout à fait. En plus, il a un tonton qui est dans l'informatique, qui pourrait lui mettre oui, parce qu'il a l'air d'être plus intello que sportif finalement. Oui. Donc il faut aussi respecter son état. Très tôt, il a été très intéressé, à vrai dire, par tout ce qui est le monde, tout ce qui concerne la robotique et les biotechnologies et ces choses-là. Il a toujours été très attiré par le fonctionnement du corps humain, et par le fait qu'on puisse éventuellement remplacer un bras humain par un bras cyborg. Enfin, ça a toujours été un petit peu attiré par ce milieu-là, tout le milieu des robots, la robotisation, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure à Roland, en fait? Il ne faut pas couper les connexions, déjà, il ne faut pas dire privation de console, c'est régulation de temps, un tout petit peu, et aussi autres activités à côté, et notamment des activités en lien avec le digital, par exemple. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Roland. Peut-être que c'est pas si grave que ça, d'après ce qu'on entend. Et puis, non, ça se réaxe en tout cas. Absolument. Petite pause, et puis on se retrouve pour le Love Conseil. Est-ce qu'on est tous fétichistes? On testera également un masturbateur pour hommes. 14h-16h. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, est-ce qu'on est tous un peu fétichistes? La réponse est évidemment oui et non. Ça va dépendre de quoi on parle. Alors vous êtes psychiatre, hein, on sait que longtemps le fétichisme faisait partie des maladies psychiatriques. Hein, Ça fait partie des paraphilies, hein, le fétichisme. C'est quand c'est vraiment une excitation exclusive. Oui, absolument. C'est pathologique, mais sinon on est tous un peu fétichistes quand même. Exactement, c'est ce que j'allais dire un peu plus loin, mais d'abord... Excusez-moi, pas en plus. Non, mais je vous en prie, de toute façon c'est une information qu'il faut donner. Je crois qu'il faut déjà dire que les hommes sont a priori
plus fétichistes que les femmes, parce que les hommes sont souvent attirés par une partie particulière du corps féminin. Ils ont une préférence, parfois même une obsession pour une partie du corps féminin. Alors, entre une préférence et une obsession, le fossé est large. Mais vous demandez à un homme, il y a des hommes qui sont fascinés par les jambes des femmes, d'autres par la chevelure, d'autres par les fesses, d'autres par les seins, d'autres par la bouche. Enfin, l'homme a en règle générale une partie un peu fétiche dans le corps de la femme. On entend ça beaucoup moins chez les femmes. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense, oui. Moi, je peux vous l'affirmer. Vous n'êtes pas fétichiste, vous, Brigitte ? Il y a bien sûr que... Non, des attirants, en fait, c'est difficile. J'ai des attirances, mais je vais pas, quand je regarde un homme, je vais pas immédiatement focaliser sur une partie particulière de son anatomie, ce qui n'est pas ce qui est plus fréquent chez un homme. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de dire que l'homme fétichiste traduit souvent une inhibition, c'est-à-dire son fétiche traduit souvent une inhibition. Donc tout va dépendre évidemment de la localisation, la quantité de son fétichisme, évidemment, et de l'endroit évidemment. Mais bon, on va pas interpréter tous les fétichismes qui existent chez l'homme. Bon, alors je crois que ce qui est important à dire, c'est que la femme doit comprendre, et finalement, ce qu'elle pourrait interpréter comme une réduction de la manière d'aimer son corps, c'est plutôt une fragilité. Donc il faut accueillir cette fragilité de l'homme et puis voilà, et en sourire après tout. S'il adore telle partie de votre corps, c'est pas bien grave. Voilà. Après tout, s'il adore vos pieds, c'est parce qu'il vous aime, mais qu'il n'ose pas aimer votre sexe en quelque sorte. Enfin bon, je vais pas donner 36 000 exemples. Et puis voilà. Après, quand on a affaire à un homme qui ne peut faire l'amour que lorsque elle porte des bas noirs et des chaussures à hauts talons, là on est dans du fétichisme qui s'apparente en effet à une paraphilie, et là c'est pas mal d'aller un petit peu faire un petit travail. Encore que c'est très difficile de soigner un fétichiste comme ça. C'est vrai, vous avez raison, c'est difficile, et après, si c'est pas envahissant, encore une fois, c'est comme ça. Mais si ça devient une excitation sexuellement exclusive, c'est plus compliqué en fait. Voilà, et si c'est un homme qui vole les petites culottes des femmes, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà, alors nous avons Lionel qui a testé ce masturbateur pour hommes, qui est connecté en plus, de la marque Satisfyer, qu'on retrouve sur rudesplaisirs.com. C'est un bel objet déjà, Laurent Carilla. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour. Bon, moi je viens de me rendre compte que je suis multifétichiste en fait, donc c'est la merde. Bah non, si vous êtes multifétichiste, vous êtes... C'est parfait, multifétichiste, c'est parfait. Ah, vous avez listé des trucs et je me suis reconnu dans tout ça. Alors du coup, je me dis mince. Non, quand c'est multi, on est bien. Ah bon, ça va alors. Alors ça va. Bon, alors quant à ce masturbateur, je suis un peu mitigé parce que c'est vrai que c'est un bel objet, c'est très sympa. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit tiens, c'est un truc un peu sympa. Et puis après l'utilisation, alors bon, la matière, maintenant avec les nouvelles matières qu'ils font, c'est vrai qu'on n'a pas de surprise. Voilà, c'est toujours extrêmement qualitatif, donc on n'a pas beaucoup de surprises. Par contre, l'utilisation, c'est quand même assez décevant. Ça procure assez peu de sensations. Alors c'est vrai que moi je suis pas super sujet aux sensations par vibration. Ça m'a jamais. C'est pas le genre de truc qui m'a beaucoup. C'est la question que je me posais justement. Est-ce que pour un homme, sentir que ça vibre sur sa verge, ça l'excite plus? Je suis pas sûre. Franchement, non. Franchement, je pense qu'il y a une erreur. C'est les va-et-vient. Exactement. Non, mais c'est exactement ça en fait. Vous prenez un œuf Tenga par exemple, où vous êtes obligé vous manuellement de faire le va-et-vient, mais on a la sensation de glissement, on a la sensation de va-et-vient, qui est quand même bien plus agréable que là la vibration. Je peux entendre que chez les femmes la vibration est importante. Chez un homme, honnêtement, c'est peu probant, quoi. Je pense c'est un hors sujet en fait. C'est un hors sujet ce truc. Donc le fait qu'il soit connecté, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est pas vraiment le gadget. Voilà, donc c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas. L'avantage qu'il a par rapport à d'autres, c'est qu'il est ouvert, donc plus facile à nettoyer. Donc on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. C'est pas un truc jetable, donc déjà c'est déjà un gros plus quand même, parce que les Otenga c'est du jetable, c'est du one shot, donc voilà. Donc c'est bien son seul avantage entre guillemets. Mais après au niveau sensation, honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois pour pas rester sur un truc négatif. Voilà. Il est retourné dans son carton pour tout vous dire, et je pense offrez-le à un copain qui est pas trop un copain. Voilà.
Ouais, mais j'ai déjà utilisé, enfin même bien nettoyé. Je ne sais pas comment on peut offrir ça. Bah, vous me donnerez des conseils. Je vois pas là, je vois pas l'idée. Pourquoi ça pourrait pas être donné à un copain? Ouais, qu'il soit bien propre. Hein. Ouais, voilà, tiens, je te le passe parce que moi ça me fait rien, c'est nul. Tiens. Non, c'est pas ouf. Non, mais vous savez qu'il existe maintenant des trucs exprès pour nettoyer les jouets. Non, mais c'est sûr, non, je déconne. C'est vrai que non, mais c'est même pas un cadeau à faire en fait. C'est même pas un cadeau. Vous n'avez pas aimé quoi? Non, c'est pas ouf parce qu'en fait vous rentrez en plus que la première partie de la verge, c'est pas, donc déjà on a que le gland et un petit peu en dessous qui est rentré dans le truc. Sur le moment, je me suis demandé si d'ailleurs comment ça se fait que j'arrivais pas à rentrer plus loin pour après finalement comprendre que non, on pouvait pas rentrer plus loin. Donc ouais, c'est pour moi c'est un hors sujet en fait, c'est un hors sujet. Écoutez, au moins votre explication pourquoi vous ne l'aimez pas, elle est très claire et il y a rien à dire. Bon. Donnez-moi une note quand même. Je vais lui mettre un 4 pour le côté lavable, mais ça s'arrête là. Parce que je suis gentil, parce que je suis sport. Vous voyez, je suis quand même quelqu'un de sympa. Bon, 4 sur 10 pour ce masturbateur connecté Men Vibration Plus de la marque Satisfyer sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. En plus, c'est pas donné, c'était pourtant un beau cadeau, Lionel. Mais bon, c'est ça en plus, c'est que c'est pas cadeau, quoi. Autant prendre des œufs Tenga, à la limite, c'est moins cher et c'est plus efficace, quoi. Non, c'est le Tenga, quand je dis Tenga, n'importe quelle autre marque, mais voilà, un œuf masturbateur est quand même plus efficace. Parce que le truc est quand même pas cadeau et c'est pas super efficace, quoi. Donc, voilà. Écoutez, peut-être qu'il y a des hommes qui aiment bien la vibration, j'en sais rien. Voilà. Ouais. Merci Lionel, en tout cas. Merci beaucoup. Demain, on sera avec Guillaume de Brébisson et on verra comment on peut parler de sexualité à son adolescent ou à son adolescente. Très bon sujet, ça. Et oui, sujet important. Voilà, mais pour l'instant, on revient sur Sarah, qui est avec nous et qui appelle parce que votre père est alcoolique, je crois. Bonjour Sarah. Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité. Laurent Carilla qui est avec nous. Voilà, bonjour Laurent Carilla. Alors, mon père n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si j'ai envie de dire malheureusement ou pas, donc je ne dirai rien. Et j'ai connu de ma naissance jusqu'à à peu près mes 9 ans, parce qu'après ma mère s'est séparée, l'alcoolisme. Voilà, donc son addiction c'était à l'alcool. Et en fait, quand on est enfant, autant le papa qui a témoigné tout à l'heure savait que son fils était addict, ou en tout cas il semblait beaucoup, mais quand on est enfant on ne le sait pas. Bien sûr. Donc voilà, c'est encore plus terrible. Et donc votre père, parce que quand on est vraiment alcoolique, en fait on se met à boire de l'alcool dès le matin. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Donc nous, boire de l'eau, boire de l'alcool, on ne fait pas trop la différence. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, quand même, on se rend compte que quand la journée s'écoule, la personne, elle se transforme sous vos yeux. Ouais, c'est terrible. Oui. Et puis il n'y a pas besoin de boire beaucoup en plus, vraiment quand on est alcoolique. Et il avait quoi? Un alcool méchant, dépressif, méchant? Ah oui, terriblement méchant. Et puis en plus, il nous demandait d'aller acheter son vin. Parce que des fois, il ne marchait pas droit. Puis il n'avait pas envie de croiser du monde. À mon avis, c'était quelqu'un de très intelligent. Voilà, c'était quelqu'un qui savait réfléchir, qui s'est gâché, qui par l'alcool, je l'ai réalisé plus tard, a fait, si vous voulez, comme un suicide sur la durée, quoi. Il est décédé, il avait à peine 50 ans. Ah oui, il est mort très jeune. Voilà. Il est mort de quoi? Alors, il est mort d'un cancer du poumon. Il fumait aussi, alors. Comment? Il fumait aussi, alors. Oui, il fumait aussi. Et moi qui suis attachée aujourd'hui à la médecine traditionnelle chinoise, voilà, je sais quand même que c'est quelqu'un qui a eu une vie, une enfance difficile, juif polonais. J'en connais malheureusement pas assez sur sa vie, mais voilà, je pense que il a comblé en fait des manques et des douleurs par ces addictions-là. La cigarette, ça fait, comment on dit, le passage, le tabagisme passif fait des dégâts aux alentours, à l'entourage, mais pas autant que ce que l'alcool peut en faire, quoi. C'est deux choses différentes, mais le tabac, c'est comme l'addiction qui tue le plus de monde, et l'alcool, c'est la deuxième addiction. Enfin, les deux, ce sont deux causes de mort évitables, donc déjà, c'est un point important à souligner, et c'est vrai que vivre avec un parent qui a des problèmes d'alcool, des problèmes addictifs à l'alcool, bon, il y a toute la prise en charge à mettre en place, mais il faut aussi que la famille soit prise en charge. Et il y a des associations comme
Al-Anon, Alatine, qui sont des groupes qui aident les familles où il y a un parent qui a des problèmes d'alcool. Et votre mère, est-ce qu'elle vous disait quelque chose? Parce que ce qui aurait été bien, c'est que votre mère vous dise « Papa est malade, il est alcoolique ». Mais j'imagine que vous n'aviez pas ce discours-là. Non, on n'avait pas ça. On voyait même des disputes violentes entre mes parents. Donc, si vous voyez, on sentait les ambiances arriver. Et après, on comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'elle nous disait, voilà, ne faites pas de bruit. Alors, okay, c'est sûr que c'était aussi pour ne pas le réveiller. Et quand il dormait, c'était toujours des moments de répit, on va dire. Mais en plus, il ne travaillait plus. Donc, l'alcool vous isole, hein, petit à petit. Isolé de sa famille, isolé du milieu social aussi, professionnel. Et du coup, non, les seules choses qu'elle nous disait, voilà, c'est, voilà, fallait pas qu'on soit très agité quand il se reposait, pas très agité non plus quand Mais parce qu'elle avait peur que vous puissiez le mettre en rogne et provoquer. C'est ça, hein, exactement, tout à fait. Un rien, en fait, pouvait, comme une étincelle, hein, pouvait nourrir, par exemple. On est resté quand même. Elle avait peur. Elle avait peur de lui, en fait. Alors, peur de lui, elle se défendait. On a toujours senti une mère très forte et voilà, qui savait nous protéger. Mais jusqu'au jour où il a fallu quand même qu'on quitte un soir comme ça, justement sans le dire. Donc c'est des gros traumatismes parce qu'on est parti un soir de la maison alors qu'on habitait une très grande maison avec beaucoup d'animaux, beaucoup de compagnie qui heureusement nous équilibrait bien dans cette vie difficile. Mais on a quitté comme ça cette vie-là en quelques heures, un soir. Ouais. Mais Sarah, on vous entend aujourd'hui assez lucide et assez calme sur tout ça, et vous avez envie de témoigner. Donc, moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, justement, par rapport à ce que vous avez traversé? Un peu savoir excuser. Je crois que derrière une addiction pareille, hein, où la personne va jusqu'à se détruire en fait au quotidien, c'est comprendre qu'il y a ce mal-être et que en fait elle est prisonnière. Oui, mais ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Laurent Carilla le dit toujours, hein, quand on tombe dans des addictions aussi sévèrement, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Complètement, de toute façon, l'addiction, c'est que, moi j'utilise la métaphore de ce que j'appelle l'addict arbre, c'est un arbre, il y a des branches, il y a des racines, les branches c'est toutes les addictions, aux substances, aux comportements, et les racines, c'est... tous nos problèmes, toute notre éducation, l'environnement, etc. Et c'est-à-dire que à un moment, on va traiter la branche, donc on va couper la branche, mais si on traite pas les racines, la branche elle repousse, donc on rechute, etc. Donc il faut traiter les deux en même temps. Et ça se traite pas tout seul. C'est-à-dire il y a pas un seul acteur qui va aider la personne. C'est plusieurs acteurs et actrices qui vont aider la personne malade. Il faut prendre en compte aussi les aidants. Et on imagine bien qu'à l'époque dont parle Sarah, l'addiction c'était même pas connu. Enfin, oui, c'était l'alcoolisme faisait partie des. Ouais, c'était une image sale, un truc très stigmatisé. T'es un ivrogne, un alcoolique, un clochard. Et alors pour les femmes, je raconte même pas, c'était encore pire. Et puis ceux qui se droguaient, c'était drogués, quoi. Vous voyez, donc, c'est vrai que la science de l'addictologie, ça existe depuis toujours, mais c'est vraiment le début des années 80 quand même. Hein. Bien sûr. Merci Sarah. Merci Sarah. Beaucoup de votre témoignage et bravo. On va faire une petite pause et on reviendra sur l'addiction au cannabis, je pense. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous, spécialiste des addictions, et on vous retrouve également aussi sur France 2 l'après-midi assez souvent. Vous êtes une star maintenant, mais c'est bien, vous continuez à venir ici. Mais Brigitte, moi je suis fan de vous. Bon, eh bien, on va conclure avec Jordan qui essaye d'arrêter le cannabis. Bonjour Jordan. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Jordan. Voilà, je suis addict au cannabis depuis maintenant 5 ans. Vous avez quel âge Jordan? Là j'ai 20 ans. D'accord. Ah oui, vous avez commencé tôt, 15 ans. Oui. Le classique. Hein. C'est terrible, ça, ces jeunes qui commencent... Ouais. Allez-y Jordan, racontez-nous.
Qu'est-ce que vous voulez savoir, une petite anecdote, comment j'ai commencé? Ouais, racontez-nous un peu l'histoire de vous et le cannabis. En gros, au début, vous savez, quand on est jeune, on est un peu sous pression du collège, du lycée, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. On fait comme les autres, bien sûr, oui. Oui, c'est ça. Et pour ma part, ça a toujours été un peu compliqué de me représenter vis-à-vis des autres, parce que j'ai pas toujours su ce que je voulais faire, etc. Plus à la maison, comment dire, cette pression familiale qu'on nous met parce que notre enfant, l'enfant, il doit réussir, etc. Du coup, j'ai pas été, on va dire, forcé, parce que c'est clairement plus mon choix, mais j'ai été amené dedans, on va dire. Et j'ai commencé un peu comme ça, voilà. Vous avez goûté avec des copains, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait, hein, c'est clairement ça. Oui, et puis on sent que c'est aussi, vous vous sentez pas assez proche de vos parents à un moment donné, vous vous rapprochez de vos copains et vous commencez à fumer comme plein de jeunes. Hein. C'est ça. Et puis c'est plutôt une façon aussi d'essayer de voir autre chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais d'échapper à la réalité. C'est ça, ouais, un peu ça. Et après, c'est devenu quand? C'est devenu régulier quand? C'est devenu régulier assez rapidement, en vrai. L'année d'après, plus les années ont passé et plus c'est devenu régulier parce que on se rapproche de plus en plus du bac, des études supérieures. Et là aujourd'hui, vous bossez, Jordan? Oui, je travaille. Bon, donc vous avez pris conscience qu'il serait bien de limiter ou voire d'arrêter. Ça, c'est une bonne, déjà un premier pas positif. Ouais, déjà de se dire ça, c'est un premier pas. Donc maintenant, Laurent Carilla, qu'est-ce que doit faire Qu'est-ce que vous faites là, Jordan, maintenant? Vous consommez quoi tous les jours encore? Plutôt pas vraiment tous les jours, mais de temps en temps quand même, oui, ça m'arrive. D'accord, de temps en temps. Donc déjà, c'est une bonne étape, ça. C'est une belle avancée. Oui, parce que ce que je vois aussi, les dégâts que ça fait que ce soit sur les poumons, même à force de se renseigner ou même dans la vie de tous les jours, ça se voit. Avant, je faisais beaucoup de sport, maintenant, je suis beaucoup moins sportif, etc. C'est pas évident. Donc bon, bien sûr, ça ouvre les yeux là-dessus. Et quand vous dites de temps en temps, ça veut dire quoi? C'est tous les combien? Bon, je sais pas, tous les 2 jours au moins. D'accord, donc ça reste régulier quand même. Oui, on va dire quand même. Et vous fumez des joints ou des bangs? Un peu des deux, hein, ça dépend. Ouais, parce que les bangs, c'est beaucoup plus agressif. Les bangs, c'est pas dans du papier à cigarette, c'est quasi inhalé directement, donc ça agresse beaucoup le poumon. Et vous avez envie quoi? D'arrêter de consommer? J'ai envie en tout cas de diminuer énormément jusqu'à je sais pas, au moins une fois par semaine, et puis être vraiment en mode récréatif, je sais pas, comme si c'était mérité, on va dire. Ouais. Parce que là, une fois tous les 2 jours, c'est difficile pour vous. Oui, quand même. Ouais, parce qu'au bout de 2 jours, vous êtes obligé de refumer, c'est ça que je veux dire. Obligé, non, mais il y a une dépendance en tout cas qui se crée, ça c'est sûr. Ouais. Et à côté, quand vous fumez pas, vous fumez plus de cigarettes? J'en fume un peu, mais je préfère quand même avec du shit ou de la beuh, etc. Ouais. Et vous vous faites aider par quelqu'un? Il y a quelqu'un qui vous aide à réduire? On va dire que ça dépend de temps en temps. Genre, généralement, c'est ma copine, parce que ça la saoule un peu, forcément, de voir son copain se droguer, ou même pas forcément dans son état, etc. Parce que quand je vous dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, c'est un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a un professionnel de santé qui vous aide à réduire la consommation? Non, pas du tout. Parce que moi, ce que je peux vous conseiller, vous avez 20 ans, il y a ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs. Il y en a partout en France. Et ce serait pas mal que vous, juste pour prendre rendez-vous avec une consultation jeune consommateur, pour un peu voir quelles clés mettre en place pour réduire la consommation. Alors après, c'est vrai comme ça, en pratique courante, ce qu'on peut dire, c'est ce que je dis un peu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'agenda de bord, c'est réduire de 50% la quantité déjà de cannabis dans les joints et réduire le nombre de joints comme on peut. Il y a des joints qui sont plus difficiles que d'autres à réduire. Est-ce que vous fumez par exemple des joints le soir pour dormir? Oui. Ouais. Celui-là, c'est le plus dur à arrêter. Donc il faut commencer à travailler sur la réduction des autres. Et la première réduction, encore une fois, ça passe par je réduis la quantité de résine ou d'herbe que je mets dans le joint, déjà.
Je sais pas si ça aide vraiment, mais en tout cas, j'avais lu que vu qu'on met, on va dire 50% de tabac et 50% de bœuf ou de shit, c'est plutôt le tabac qui a, on va dire, un effet addictif. Ouais, très addictif. Les deux dans le cannabis, il y a le THC qui rend addict, et dans le tabac, il y a la nicotine. Donc vous imaginez que quand vous mélanger les deux, il y a une potentialisation de l'effet addictif en fait. C'est-à-dire que les deux, et c'est vrai que la nicotine est beaucoup plus addictive que le THC, mais ça reste quand même addictif, quoi. Ok. Et puis déjà, pour l'instant, il faut réduire le cannabis et puis on verra après la cigarette. Mais dans votre cas, vous avez quand même votre copine qui a l'air de vous aider à vous donner envie d'arrêter. Vous avez appelé, ça veut dire que vous avez envie d'arrêter. Donc je pense que oui, allez rencontrer les consultes jeunes consommateurs, les CJC, il y en a partout. Hein. Et il va vous canaliser. Hein, donner des infos en tout cas pour sensibiliser, pour voir un peu comment réduire, et après arriver à une consommation, on va dire, plus ou moins contrôlée, mais c'est très difficile quand on a un usage addictif, de repasser sur un usage, on va dire, festif, entre guillemets, ça peut être compliqué. Donc, mais déjà, la première étape, ce qu'il faut se dire, c'est je vais essayer de réduire ma consommation au maximum. Voilà. Et puis, peut-être qu'il faudra arrêter dans un second temps. Un peu plus, mais on peut comprendre aussi à 20 ans qu'on n'ait pas très envie d'arrêter quelque chose qui vous tient depuis 5 ans. Mais peut-être que quand vous commencerez à avancer avec un professionnel, vous arriverez à arrêter. C'est ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Merci en tout cas de votre confiance, Jordan. Merci à vous. Merci à vous. Et puis merci à vous, Laurent Carilla. Merci, comme d'habitude, vous avez donné beaucoup d'infos, et puis tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu dans l'addiction ou dans une passion dévorante, ils peuvent aller consulter, se faire aider. Bien sûr. Il y a pas de honte, hein, je crois. Non, il n'y a pas de honte. Se déculpabiliser. Ah, complètement. Et c'est vraiment ce qu'on dit ce que je dis dans le podcast. En plus, c'est vraiment, le podcast a été fait pour les gens. Et j'ai plein de gens qui témoignent sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux qui me disent j'ai écouté ce truc, et ça m'a donné envie, ça m'a donné un petit déclic pour essayer de changer. Voilà, merci Laurent. Merci Brigitte. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir, et demain on verra comment parler de sexualité à son ado avec Guillaume de Brébisson. À demain. Sud Radio.